Alors, on va préciser le théorème, hein. On part d'une suite Bn de réels, d'accord? Donc, il faut penser à Bn égale n log de base 10 de 2 si vous voulez regarder la distribution des premiers chiffres de la suite 2 puissance n. C'est important de se fixer un objectif matérialisé par cette suite. Et 2 puissance n, bon, ben, on l'aime bien. Ah ben, ça a dû commencer petit quand même, et puis ce qu'on avait envie de faire, c'était de multiplier par 2, et cette suite 1, 2, 4, 8, 16, c'était un peu notre échelle de Jacob, quoi, hein. En tout cas, moi, bon, voilà. On va prendre donc maintenant, à partir de cette suite de réels, voilà, la suite AN égale BN moins la partie entière de BN, comme ça on se ramène à 0,1, ou si vous préférez, au cercle trigonométrique qui est rapporté à 0,1. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va poser E, l'espace vectoriel des fonctions réelles, donc des fonctions de R vers R, hein, un périodique, voilà, donc tel que f de x plus 1 égale f de x, et continue par morceaux. Voilà. Et on va appeler par rapport à cette suite A, alors ça qui est une suite donc qui est dans 0,1, on va appeler f indice A l'ensemble des fonctions de E, donc elles sont réelles, un périodique continue par morceaux, tel que 1 sur n, somme de k égale 1 à n de f de ak, tend, quand n tend vers l'infini, vers l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt. Voilà. Peut-être que la première chose que vous pouvez remarquer, c'est que la fonction constante égale à 1, donc toutes les fonctions constantes, vont vérifier ça, parce que si la fonction est constante, là on a une constante, on fait une moyenne des constantes, on a la constante, et quand on fait l'intégrale de 0 à 1 d'une constante, on a cette même constante. Donc là c'est bon. Donc déjà, voilà, c'est pas nul. Et puis c'est un espace vectoriel, évidemment, hein. Un sous-espace vectoriel de E, ça c'est évident. Alors, voilà le théorème. Les conditions suivantes sont équivalentes. Les conditions portent finalement sur la suite à n. C'est 1 sur n, somme de k égale 1 à n, de la fonction caractéristique de t0, t1 en ak tend vers t1 moins t0. Donc, quand t0 et t1 sont deux éléments de 0,1, qu'on ordonne comme ceci. Donc ça, c'est la fonction caractéristique. Ce qui veut dire que la fonction caractéristique, hein, de t0, t1 prolongée, pour que ce soit dans E, hein, par périodicité, va être dans FA, quel que soit l'intervalle t0, t1, hein, de 0. C'est équivalent à dire que FA est égal à E. Alors ça, c'est très fort. Et c'est équivalent, ça c'est ce qu'on appelle le critère de Weil, que quel que soit S strictement positif, 1 sur n, somme de k égale 1 à n, de exponentielle de 2i pi s à k, tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Bon, donc ces conditions sont équivalentes, et quand une de ces conditions est vérifiée, on dit que la suite est équidistribuée. Donc, c'est la suite à n. On va faire quelques remarques là-dessus. D'abord, l'équidistribution, on voit bien que c'est lié à 1, d'accord. Ensuite, 1, de passer des fonctions, juste des fonctions caractéristiques de segments comme ça, à tout E, donc là, ça va être quand même la grosse difficulté de la chose. Ici, c'est le critère de Weil. Alors, on voit que 2 implique forcément 1, parce que il suffit de prendre, si FA égale E, on prend la fonction caractéristique, hein, ici, on prend pour F la fonction caractéristique prolongée par une périodicité, et en particulier, donc on aura ça, puisque l'intégrale ici sera bien égale à T1 moins T0. Donc 2 implique 1, ça c'est une évidence. C'est 1 implique 2 qui est le gros morceau. 2 implique 3, alors c'est aussi une évidence. 2 implique 3, c'est aussi assez évident.
Il suffit de prendre comme fonction cosinus et sinus de 2π kx, qui sont impériodiques, et donc elles sont dans E, donc continue, évidemment, donc continue par morceau particulier, elles sont dans E, donc elles sont dans FA, et donc elles vont vérifier ça, et donc en faisant cosinus plus i sinus, eh ben on obtient la même chose pour l'exponentielle. Donc 2 implique 3, c'est clair. Voilà. Alors les difficultés, c'est que 1 implique 2 et que 3 implique aussi 2. Ce qui est important, c'est que 1, lui, il va porter ce que l'on veut. D'accord? C'est-à-dire cette équidistribution. Ça, c'est finalement un intermédiaire puissant. Et ça, c'est le critère. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on va pouvoir vérifier très facilement, vous allez le voir. Hein. Par exemple, avec la suite Bn égale n log de 2, ou quand on va se ramener à An, ben, c'est pareil si je change, comme ça c'est un entier. Ici, je vais pouvoir changer AK en BK. Et donc, il suffit de le montrer pour BK, et on a une série géométrique ici, et c'est très facile à gérer. D'accord? Donc, ça, c'est le critère, c'est quelque chose qui est censé nous simplifier la vie. Voilà. Alors, la stratégie de la preuve qu'on va voir là maintenant, c'est qu'on va stratifier en quelque sorte E, d'accord? C'est-à-dire qu'on va regarder ici les fonctions trigonométriques, d'accord, qui appartiennent à E, donc dans E, et les fonctions continues qui sont dans E. Voilà. Donc on a fonction trigonométrique, fonction continue, et fonction continue par morceau, d'accord, tout en restant réel impériodique. Maintenant, pourquoi on stratifie comme ça? Parce que ici, on va avoir le théorème de Weierstrass trigonométrique qui nous donne une densité pour la norme infinie, ça c'est connu, et ici, on n'a pas de densité pour la norme infinie, mais en revanche, hein, parce que des fonctions continues à des fonctions en escalier, bon, bah, quand il y a une discontinuité, on sait que d'ici à ici, de toute façon, il y a un phénomène de Gibbs, donc on ne va pas pouvoir avoir une densité de E2 dans E pour une norme infinie. Mais par contre, on peut bricoler un petit peu les choses en visant le résultat qu'on veut avoir. Voilà, on va commencer. Alors en fait, toute la preuve de ce théorème repose sur un lemme. Alors, soit G dans E. On suppose que pour tout epsilon positif, il existe deux fonctions f1 et f2 dans grand F indice A. D'accord? Donc f indice A, c'est les fonctions de E qui vérifient exactement ce qu'on veut, cette équidistribution. Tel que G est compris entre f1 et f2, voilà, en tant que fonction. Et, alors attention, l'intégrale de 0 à 1 de g de t dt est comprise entre l'intégrale de 0 à 1 de f2 de t dt moins epsilon, où f2 c'était la partie qui était plus grande, et intégrale de 0 à 1 de f1 de t dt plus epsilon. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a eu cet échange. Alors, si on arrive à trouver ça pour tout epsilon, alors G appartient à f indice A. Voilà ce petit lemme. Il est très facile à prouver. Si on pose delta n de f pour toute fonction de E, ça c'est la moyenne des n premiers f de AK, moins intégrale de 0 à 1 de t dt. Alors, d'après 1 et 2, vous voyez que comme on a un moins, quand on va mettre moins ici, ça va tout inverser l'inégalité. Et on va avoir delta n de G qui va être compris entre delta n de F1 moins epsilon et delta n de F2 plus epsilon. Voilà. Donc, c'est une évidence. Et maintenant, je vais prendre la limite, mais je ne sais pas que la limite existe, donc je vais prendre la limite inf et la limite sup. J'ai la limite inf de delta n de G qui est inférieure à la limite sup de delta n de G, ça c'est évident. Et ça va être compris, quand je vais passer à la limite, comme F1 et F2 appartiennent tous les deux à FA, ça, à la limite, c'est fait pour être 0.
Donc ça va tendre vers 0. Donc ça va être compris entre moins epsilon et epsilon. Et comme c'est quel que soit epsilon, ça veut dire qu'on va avoir 0. Et donc les deux limites sont égales. Et delta n de g tend vers 0. Et donc on va bien avoir ce que l'on veut, c'est-à-dire g appartient à fa. Donc maintenant, c'est très facile de démontrer le théorème. Vous voulez montrer 1, ben 1 implique 2. Ben oui, il faut montrer que si les fonctions indicatrices d'intervalle, donc juste des fonctions comme ça, donc on a 0, comme ça, et là 0. Voilà. Ben, si des fonctions comme ça, ces fonctions indicatrices en intervalle, appartiennent à FA, ben, comme FA est un sous-espace vectoriel de E, ça c'est très vite vu, eh bien ça veut dire que toutes les fonctions en escalier vont être dans FA. Mais, d'après ce que vous savez de l'intégrale de Riemann, les fonctions en escalier, toute fonction continue par morceau, est intégrable parce que justement, elle peut être encadrée par des fonctions en escalier pour que ça encadre bien cette valeur. Donc, on va avoir toutes les fonctions en escalier. Donc, E va être égal à FA grâce à ce lemme directement. Maintenant, on va montrer que 3 implique 2. On va déjà montrer, dans un premier temps, ce qu'on peut dire, c'est que les fonctions continues sont incluses dans FA. Parce que si c'est vrai 3, ça veut dire que les fonctions cosinus de 1 périodique et sinus 1 périodique sont dans FA. Mais, d'après le théorème de Weierstrass, ces fonctions-là sont denses dans l'espace des fonctions continues. Alors, évidemment, vous avez remarqué que dans 3, on avait pris juste S strictement positif. Alors, pour S négatif, il suffit de mettre la barre dessus, donc il n'y a pas de problème. Pour S nul, c'est les fonctions constantes. Et les fonctions constantes, on avait dit que c'était dans FA, de toute façon, hein, on l'a dit dès le départ. Donc, à partir du moment où G peut être un élément de E1, donc une fonction continue, peut être encadrée par deux fonctions trigonométriques, d'accord, elle peut être encadrée de sorte, évidemment, on prend, d'accord, on prend ici une fonction trigonométrique avec f moins epsilon, et là le même f plus epsilon. Ça, c'est par densité pour la norme sup. Et donc, on voit à partir de ça que ça va directement impliquer la deuxième inégalité, double inégalité, avec f2 égale f plus epsilon et f1 égale f moins epsilon. Donc ça, c'est vraiment très direct. Donc, comme ça va être vrai, toutes les fonctions continues ici vont être dans FA. Voilà. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que ça va être vrai pour l'instant pour les fonctions continues par morceau encore, parce que les fonctions continues par morceau, malheureusement, on ne va pas avoir ce joli phénomène-là. Mais comme on a les fonctions continues, on va pouvoir avoir les fonctions caractéristiques des intervalles, donc qui sont ici, parce que vous voyez, je vais le mettre en rouge, quand vous avez une fonction caractéristique, vous allez pouvoir, bon là je vais remettre F1 et F2 hein, pour que ce soit plus clair. Voilà. Vous allez pouvoir remettre ici, donc ici vous prenez une fonction caractéristique sur un intervalle, d'accord, et vous allez l'encadrer par deux fonctions continues avec cette condition-là 2. Donc comment vous faites? Vous avez votre fonction caractéristique sur un intervalle, le f1, faut qu'il soit plus petit, d'accord? Donc plus petit, ça veut dire que ici, vous allez être en dessous. Donc vous partez de là et vous mettez en dessous. Comme ça, vous êtes plus petit. Voilà donc F1. Et F2, vous allez vous mettre au-dessus. Donc là, ça veut dire que vous vous mettez là et là. Comme ça, vous êtes au-dessus.
Et il est évident que cette aire-là peut être prise la plus petite possible pour être epsilonesque ici, de sorte à ce qu'on ait la seconde inégalité. On aura une très bonne approche de l'intégrale de G par l'intégrale des F1 et F2. Voilà. Donc, ça veut dire que les fonctions caractéristiques d'intervalle vont être dans FA, d'accord, puisqu'on va pouvoir encadrer par des fonctions continues, et donc on va avoir I, et I entraîne 2I. Et voilà. Et donc on a tout ce qu'on veut, et c'est terminé. On a montré ce joli théorème dont on va pouvoir profiter au maximum et que l'on va aussi généraliser, qu'on va regarder dans tous ces états.